Olivia Keita-Pers, vous présidez le conseil scientifique de la SF2H. À ce titre, pourriez-vous nous parler des objectifs de ce travail et de la méthode qui a été utilisée? Alors tout d'abord, la parution de ces recommandations est l'aboutissement d'un travail colossal mené par nos deux pilotes de ce groupe de travail, le docteur Serge Ao et le professeur Didier Lepelletier. La prévention des infections du site opératoire dans sa partie préopératoire avait fait l'objet en 2004 d'une conférence de consensus qui devait être réactualisée en raison de la parution d'un certain nombre d'articles, notamment sur le dépistage préopératoire et sur la préparation cutanée. Nous avons choisi de réaliser des recommandations pour la pratique clinique qui ont reposé sur l'analyse extrêmement rigoureuse de la littérature selon la méthode GRADE. Je dois souligner que ces travaux ont vu la participation très importante des sociétés savantes concernées par le sujet, avec une assiduité et un intérêt absolument remarquables pour toutes les questions posées, et je veux ici remercier tous nos partenaires. Alors je souhaite également mettre en garde nos lecteurs sur la surprise que pourront engendrer certaines des recommandations et leur préciser que celles-ci reposent toujours sur une analyse minutieuse des éléments de preuve disponibles. Je les engage donc à lire l'avant-propos qui explique notre démarche et notre position, et bien entendu la méthodologie et les argumentaires dans lesquels ils trouveront les explications nécessaires. Je remercie donc encore tous les experts, les relecteurs pour leur travail précieux, et je laisse la parole à nos spécialistes. Serge Ao, vous avez été le pilote de la partie concernant la préparation de l'opéré. Quelles sont désormais les nouvelles préconisations à suivre? Avant de rentrer dans le vif du sujet, je souhaite insister sur la méthode qui a été employée pour ces recommandations. Il s'agit de la méthode GRADE. Celle-ci permet de répondre aux questions en quantifiant l'efficacité des mesures de prévention tout en mettant en exergue les biais des études. Les nouvelles préconisations concernent les mêmes domaines que ceux de la conférence de consensus de 2004. Il s'agit de la douche préopératoire, du traitement des pilosités, de la détertion et de l'antisepsie. Les questions relatives aux pellicules bactério-isolantes et aux champs adhésifs ont également été abordées. Comme il n'est pas possible de détailler toutes les recommandations, voici, me semble-t-il, les faits marquants. Pour la douche préopératoire, celle-ci est bien entendu toujours recommandée. On peut soit utiliser un savon antiseptique ou un savon non antiseptique, contrairement aux recommandations de 2004, qui mettait l'accent sur la solution moussante antiseptique. Le nombre de douches opératoires, le moment de celle-ci, ainsi que l'utilisation de shampoing sont laissés à la discrétion du chirurgien. Pour le traitement des pilosités, il est recommandé de ne pas pratiquer une dépilation en routine, qu'il s'agisse d'un rasage mécanique, d'une tonte ou d'une dépilation chimique. Ce point est en accord avec les recommandations de 2004. En revanche, il n'a pas été possible de trancher concernant la période de cette dépilation, la veille ou le jour de l'intervention. Il n'a pas non plus été possible de se prononcer en faveur ou non de l'utilisation de crèmes dépilatoires. La détertion a toujours entraîné de nombreux débats en France. Une des nouveautés de ces recommandations et qu'il n'y a pas vraiment d'argument pour la prôner systématiquement, hormis l'existence d'une peau souillée. La désinfection large du champ opératoire à l'aide d'un antiseptique, en solution alcoolique, est toujours d'actualité. On peut utiliser soit de la chlorhexidine, soit de la povidone iodée. En conclusion, pour la préparation de l'opéré, il faut une douche préopératoire avec un savon, quel qu'il soit. Pas de dépilation en routine. Une antisepsie du champ opératoire avec un antiseptique en solution alcoolique. Jean-Christophe Lucet, vous avez été au cœur de cette réflexion autour du dépistage et de la décolonisation des patients porteurs de Staphylococcus aureus. Quelles sont les bonnes pratiques que vous proposez dorénavant dans ce domaine? Depuis plus de 50 ans, nous savons que les patients porteurs de staphylocoque doré dans leur nez sont plus à risque de développer une infection du site opératoire que les patients non porteurs.
On ne sait pas très bien comment le staphylocoque doré porté dans le nez va arriver dans le site opératoire et provoquer l'infection. Ce que l'on sait, c'est qu'un porteur nasal est en même temps porteur cutané et qu'il y a un facteur de proximité entre le portage nasal et le site opératoire. Par exemple, le risque lié au portage de staphylocoque doré semble plus important en chirurgie cardiaque qu'en chirurgie de prothèse, de hanche ou de genou. Nous connaissions cette relation entre portage et risque d'infection, mais nous n'avions pas les moyens de prévention. Nous avons maintenant la mupirocine, qui est un antibiotique topique en application nasale, que l'on associe à des toilettes antiseptiques pour décoloniser la peau. Ces produits sont efficaces pour éradiquer ou tout au moins réduire la contamination nasale et cutanée du staphylocoque doré. Jean-Christophe Lucet, dans quelle indication doit-on faire la décolonisation ? Alors, le premier élément est que la décolonisation sera efficace sur le staphylocoque doré sensible et le staphylocoque doré résistant à la méticilline. Le deuxième point est que la démonstration de l'efficacité a été faite en chirurgie cardiaque. C'est dans cette indication que le groupe de travail a recommandé une décolonisation des porteurs de staphylocoque doré. L'utilité d'une décolonisation dans les autres spécialités n'est pas aussi bien établie. Il est possible qu'elle soit utile en chirurgie prothétique, de hanche, de genou. En revanche, dans les chirurgies de classe de contamination 2, 3 et 4, par exemple en chirurgie digestive ou en urologie, la décolonisation n'est pas recommandée. Nous savons quels patients bénéficieront de la décolonisation. Pouvez-vous nous dire comment le faire ? Alors, les points acquis sont qu'une décontamination idéale devrait durer 5 jours et être faite quelques jours avant la chirurgie. Mais les études récentes ont bien montré que l'on pouvait commencer la décontamination 2 à 3 jours avant la chirurgie et rester efficace. Idéalement, il faudrait décoloniser les seuls patients porteurs, ce qui suppose d'obtenir le résultat du dépistage nasal quelques jours avant la chirurgie. C'est parfois difficile dans nos filières de soins, et une alternative est de décoloniser l'ensemble des patients, qu'ils soient ou non porteurs de staphylocoque. Nous avons recommandé d'utiliser la mupirocine nasale associée à des toilettes antiseptiques et à une décolonisation oropharyngée. Avec ces recommandations, nous ajoutons un nouvel outil de prévention, de l'infection du site opératoire. Il est maintenant important de disséminer ces recommandations et de continuer les travaux de recherche pour trouver les meilleures stratégies de prévention. Michel Agoun, vous avez participé à ce travail scientifique et vous êtes une hygiéniste de formation IBOD. Quels conseils donneriez-vous à vos collègues pour utiliser au mieux ce nouveau document ? La publication de ces nouvelles recommandations est très attendue par les équipes opérationnelles d'hygiène hospitalière et aussi par les équipes des services de chirurgie et des secteurs interventionnels. Les recommandations de la conférence de consensus de 2004 sur le risque infectieux préopératoire ont nécessité la mise en œuvre d'une organisation rigoureuse et contraignante à toutes les étapes de la préparation de l'opéré. Les recommandations de 2013 simplifient la procédure de préparation cutanée de l'opéré, tant en service d'hospitalisation qu'au bloc opératoire, et allègent le travail des équipes.